Faut se dire que chaque week-end de compétition que tu fais, c'est une semaine avant où il faut réduire un petit peu le volume. C'est une semaine après où il faut récupérer émotionnellement et physiquement. Chaque compétition, c'est 2 semaines où tu te développes pas. Un exemple très concret pour ceux d'entre vous qui sont dans le CrossFit. Il y a une année où Matt, il gagne, donc pour ceux qui connaissent pas du tout le CrossFit. Bon, ça va. L'année où Matt gagne les Open et il dit, ah ouais, mais j'aurais pas dû gagner les Open maintenant. Bah, parce que lui, son pic de forme, c'est quoi? C'est les Games, fin juillet. Et ce qui est intéressant, c'est que Matt, on sait, hein, alors déjà, il prend 1 à 2 mois après les Games, quand il était en compétition, un mois off complet, voire 2 mois. Et après, il reprenait avec pas de WOD, en fait. Avec du renfort, de la gym, du monostructurel. Et il bouffait du volume jusqu'en février, où il commençait à faire un petit peu de CrossFit 2 semaines avant les Open pour se décrasser un petit peu. Donc, le commun des mortels, ils sont tous en intensité. Matt, lui, il a fait que du général et il déglingue tout le monde déjà en février. Et il lui reste 5 mois de spécifique CrossFit à faire pour aller dézinguer tout le monde aux Games. Après, ça paraît impressionnant sur une saison, mais pour des gars comme ça, c'était le spectre sur lequel il opérait. C'est-à-dire que pour gagner les Games, il faut planifier une année en avance. Tu vas pas gagner les Games en essayant de faire toutes les compètes qu'il y a entre deux à bloc et un mois avant les Games, se dire bon, bah, je vais essayer d'aller aux Games. Hein. Et comme je l'ai dit, pour le commun des mortels, on va pas nécessairement avoir un pic de forme dans l'année. On peut en avoir trois, peut-être quatre, hein, selon le niveau qu'on a, selon le besoin qu'on a de faire des compétitions ou pas aussi. Il faut se dire que chaque week-end de compétition que tu fais, c'est une semaine avant où il faut réduire un petit peu le volume. C'est une semaine après où il faut récupérer émotionnellement et physiquement. Donc pour chaque week-end, c'est 2 semaines. Chaque compétition, c'est 2 semaines où tu te développes pas, où tu es juste en affûtage et en récupération. Tu en fais 10 dans l'année, c'est 20 semaines. Sur 52 semaines, c'est 40%. Hein. Donc les compétiteurs qui veulent devenir meilleurs dans leur sport et qui font 10 compétitions à bloc par année, ils gaspillent, entre guillemets, 40% de leur année pour se tester. Et je dis pas qu'il faut pas se tester. Et si tu as un déficit de performance en compétition alors que tu es très très bon à l'entraînement, bah, il y a peut-être un argument pour dire bah, faut que j'en fasse plus parce que c'est ça qu'il faut que je développe, ma capacité à performer en compétition. Mais si ce qu'il te faut, c'est être meilleur dans ton sport, faire plus de compétition, c'est pas nécessairement ça qui va te rendre meilleur. Hein. Le marathonien qui a besoin de progresser en marathon, il va pas aller faire un marathon tous les week-ends pour devenir meilleur. Donc, ça, c'est un cas extrême, mais c'est pour illustrer un propos. On commence avec le général, on va vers le spécifique. Un autre exemple que j'aime bien utiliser, Niels van der Poel, patineur de vitesse suédois, double champion olympique à Beijing, double record du monde aussi sur 5000 et 10 000 mètres. C'est des efforts de 6 et 13 minutes respectivement, pour vous donner une idée. Lui, c'était un cycle de 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas, pour arriver à ces performances-là. Et très atypique dans sa manière de fonctionner, très extrême. Donc, c'est encore une fois, c'est afin d'illustrer un propos. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut qu'on s'entraîne. Mais lui, pendant une année et demie, il a fait de l'endurance fondamentale à hauteur de 4 à 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Et il a publié tout son manuel d'entraînement avec le détail de tous les entraînements. Tu peux aller le voir si tu veux. Une année et demie où il a fait quasiment que du vélo, 5 jours semaine. Ensuite, il a fait une phase spécifique de travail de seuil. Ensuite, il est passé sur la glace à allure spécifique. Donc, il avait une phase générale, endurance fondamentale, une phase spécifique, mais sur vélo toujours, seuil, et une phase compétition sur la glace à vitesse de course. Hein, c'est clairement pas orthodoxe comme manière de le faire. Pour lui, ça a fonctionné. Psychologiquement, faut croire en toi aussi. Il faut croire en ton modèle et en ce que tu mets en avant. Hein, parce que pour se dire, je vais travailler complètement différemment de ce qui a été fait dans le sport jusqu'à maintenant et pouvoir arriver et aller taper tout le monde quand c'est le moment de le faire, c'est pas donné à tout le monde. Ça, on est d'accord. Ouais. Non, il a pas fait de compétition pendant près de 2 ans pour se préparer pour ça. Parce qu'il savait que s'il essayait de tout gagner, il n'arriverait pas à faire ce qu'il voulait à son niveau-là. Hein? Ouais.
Après, il avait une carrière derrière lui de patinage de vitesse. Techniquement, il était très, très bon. Donc, mais il avait peur aussi, hein. C'est une question qui se posait. Tu peux le lire dans son manuel d'entraînement. Il s'est dit, est-ce que ça va aller quand je me remets sur la glace, hein? Mais comme tout plan d'entraînement, c'est une hypothèse qu'on met en place et qu'on va tester. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Un autre exemple que j'ai, c'est mon collègue Vincent qui fait du rameur indoor, qui est champion de France master sur 500 mètres, donc sur du sprint, 1 minute 16, 1 minute 17 d'effort. Donc lui, il fait des watts, je sais plus ce que c'est, 700, 800 watts, quelque chose comme ça. Bah, faire de la zone 2 sur rameur à même 200 watts, ça n'a rien à voir avec ce qu'il doit faire en compétition. Vincent, la seule séance dans la semaine qu'il fait sur le rameur, c'est sa séance de sprint. Tout le reste, c'est vélo, éco, ski, renfo. Parce que au final, il n'y a rien de plus spécifique que le spécifique, que son sport. Tu vois? Ce qui est une approche un peu, entre guillemets, extrême, mais il semblerait que ça fonctionne, pour lui en tout cas. Hein. Pour la course à pied, c'est une particularité de la discipline, c'est que une fois que tu arrives à un certain niveau et si tu es surtout sur des distances plus longues, tu es obligé de garder une grosse proportion de tes entraînements dans l'année en course à pied. Sinon, le fait de partir trop loin de ce volume pour y revenir, si tu passes je sais pas, disons que tu passes d'un coup, tu fais tellement de vélo que tu fais que 5 heures de course à pied par semaine. Mais toi, pour ton pic de forme et pour ce que tu veux faire, tu dois pouvoir courir 15 heures par semaine. Bah, le fait de passer de 5 à 15, tu peux pas le faire en 3 semaines. Ça tombe beaucoup de temps. Donc au final, c'est ça qui fait que là où ça peut fonctionner, c'est des sports qui sont pas exclusivement basés sur la course à pied. Un exemple, c'est Aerox, où c'est un effort, pour les meilleurs, c'est un effort d'1 heure à peu près, où tu as 60% de course à pied quand même. Tu as quoi, 7-8 kills, je crois, au total, hein, avec les différentes stations entre les deux. Hunter McIntyre, le gars qui a gagné les 2 années précédentes, si je me trompe pas, bah lui, ça hors saison, il fait 20-25 heures de vélo par semaine, avec 1 ou 2 séances de course à pied longues, de 2 heures à peu près. Et après, c'est clair que plus il vient proche de sa saison de compétition, plus il va transformer une partie de ses heures de vélo sur la course à pied. Mais c'est que 7 ou 8 kills de course. Dès que tu arrives sur du 20 kills, 40 kills, faire une grosse proportion à vélo, ben, ça veut juste dire que tu n'en fais plus assez en course à pied. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette particularité-là sur la course à pied. La charge structurelle, elle est telle que il faut garder, une fois que tu es sur des longues distances, il faut garder un gros volume quand même. Mais je dirais que chez les débutants en course à pied, le cross-training avec de la course et du vélo, c'est très, très intéressant. Okay. Le but, c'est de dire, c'est possible d'y aller jusque-là, et la vérité, pour toi, elle est peut-être quelque part entre les deux. Potentiel d'amélioration dans le temps, haute intensité, ça progresse très très vite au départ. Par contre, le pic de cette pyramide, il n'est pas très très haut. Hein. Intensité intermédiaire entre les deux seuils, ça progresse moins vite. Hein. On voit que la pente, elle est moins raide. Par contre, le maximum, il est plus haut. Endurance fondamentale, je pense que le potentiel, il est beaucoup plus haut que ce qu'on ne pense. Au point où, encore un exemple extrême, les Norvégiens en triathlon long à l'heure actuelle, quand tu parles à leur coach, il peut même pas te dire combien d'heures ils font par semaine, il peut te dire combien de calories ils font par semaine. Parce qu'ils comptent même plus en heures, les gars. Parce qu'ils sont limités par leur apport énergétique. Au point où ils font des tests en labo pour voir qu'est-ce qu'ils arrivent à mieux assimiler. Parce que c'est ça le facteur limitant pour eux maintenant, c'est combien de calories j'arrive à ingérer pour soutenir mon volume d'entraînement.